On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère. Cause mon hôte, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Autonomie, indépendance, aventure, risque, curiosité, création sont des mots qui renvoient à la notion d'entrepreneuriat. Une notion tendance, mais il faut le dire aujourd'hui, qui est un fourre-tout, un terme galvaudé. Est-ce un métier à part entière? Est-ce simplement un format de travail? C'est pour ces raisons que j'ai aujourd'hui eu envie de recevoir deux entrepreneurs pour discuter de cela et répondre à mes interrogations. Ces entrepreneurs, hôtes du jour, sont Lionel Bankina et Aurélien Mata de Victory Lap. Ravi de vous recevoir les gars, Lionel, Aurélien. Toujours un plaisir, frérot. On est là pour causer. Causons. Causons. Aujourd'hui, la trame du jour, le socle, c'est quid de l'entrepreneur aujourd'hui. Parce que comme vous savez, c'est un terme galvaudé, fourre-tout. Et aujourd'hui, on a besoin d'explications. Donc aujourd'hui, vous allez jouer le rôle de pédagogue, entre guillemets. Être un peu didactique dans ce qu'est l'entrepreneur. Donc d'abord, la genèse. Comment ça a commencé pour vous, l'entrepreneuriat? Chacun votre tour, si possible. De manière individuelle, moi me concernant, je suis intéressé par l'entrepreneuriat depuis super longtemps, sans savoir vraiment qu'est-ce qu'était vraiment l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand j'avais... tu te rappelles de Madame Bonnet? Ouais. Alors, un jour, tu sais, les questions qu'on posait souvent, vous voulez devenir quoi plus tard, etc. Et moi, je disais, moi, je vais être boss, tu vois. Sans savoir. Madame Bonnet, maîtresse en CM2, école Alexandre Dumas, Courbevoie. La base. Et ouais, tu vois, moi, je répondais, je veux être boss. Sans vraiment savoir exactement ce que ça voulait vraiment dire, etc. Et quand j'ai commencé le son, quand j'avais 15 ans, je ne l'ai pas fait parce que j'aimais la musique basique, tu vois, normalement, tu vois, normal. Mais quand j'ai commencé à faire du son, c'était parce que en fait, je voulais monter une entreprise. Et je me suis dit, il y avait pas, nous on avait que MSN à cette époque-là, tu vois, on avait MSN, on avait Skyblog, etc. Tu vois. Et le concept même d'influence, comme on le connaît aujourd'hui, il n'avait pas du tout le même schéma avant. Et donc en fait, moi, les personnes les plus influentes que je connaissais, c'était dans la musique. Je me suis dit, si tu fais du son, tu as une audience. Donc en gros, à partir du moment que tu as une audience, en gros, tu peux vendre ce que tu veux, tu vois. Okay. Bon, en fait, c'était comme ça que j'ai commencé à faire du son. Et donc en gros, c'était principalement pour entreprendre, tu vois. Et au fur et à mesure, tu découvres, etc. Bon, après tout le délire plus ou moins illicite qui entoure mes débuts de jeune adulte. Et je rentre vraiment dans l'apprentissage même de tout ce qui est entrepreneuriat de manière un peu plus poussée, un peu plus formelle, en 2014. Okay. J'ai 24 ans à peu près. Donc je commence à faire des formations, des MOOC à l'époque on appelait ça, des MOOC, d'autres formations, etc. Donc je commence vraiment à faire le tour, à apprendre, à m'informer, à me former et à sortir beaucoup, donc faire beaucoup de comment on appelle, c'est la clé, ça. Voilà, d'events, etc. Donc rencontrer des gens, etc. Et c'est comme ça, pour le coup, que je rencontre Lionel en 2016. On va y revenir. Lionel, à ton tour, comment ça commence l'aventure, l'entrepreneuriat? Moi, succinctement, j'ai pas de street cred comme Aurélien, j'ai pas fait de rap, j'ai pas bicrave, rien. Ça a commencé assez tôt. Moi, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 16 ans. Ok. Voilà. À peu près comme lui, on va dire. Non, voilà, sauf que moi, c'était légal. Voilà. Comme ça, c'est dit. Voilà, chacun son industrie. Mais voilà, donc moi, j'avais, pour l'histoire, en fait, en gros, je me suis lancé dans l'événementiel. Je faisais des soirées en boîte de nuit, mais j'avais pas l'âge d'aller en boîte de nuit, donc mais j'y allais quand même et je faisais quand même de l'argent. Comment tu faisais ça? Alors en gros, en fait, moi j'ai eu la chance d'appartenir à une famille pauvre, mais qui a grandi en centre-ville. Ok. Voilà. À Lyon. À Lyon, ouais.
Et donc j'insiste sur le fait que moi je suis un mec de centre-ville, je suis pas un mec de banlieue, etc. Pourquoi ? Parce que c'est pas les mêmes, j'ai pas les mêmes schémas, enfin c'est pas les mêmes schémas, j'ai pas eu accès aux mêmes choses. Du coup, quand tu es en centre-ville, en fait tu côtoies du coup des gens qui sont beaucoup plus aisés, de la classe moyenne supérieure jusqu'à des ultra riches. Et du coup en fait c'était mon environnement en fait. Mais sauf que moi, quand je rentrais chez moi, mon environnement, c'était la pauvreté. Tu vois, donc c'était la merde. Et du coup, j'avais compris. Et du coup, moi aussi, je voulais vivre la vie des riches, tu vois. Je me disais, ça a l'air bien quand même, tu vois. Et donc, du coup, ça m'a obligé à être ultra vif pour pouvoir me payer des sapes, boire des verres ou ce genre de choses. Ou simplement m'émanciper et aussi émanciper ma famille de ma condition sociale. Et donc, du coup, j'ai vu que mon environnement adorer sortir, boire des bières, boire de l'alcool et compagnie. Et puis je me suis dit, écoute, il y a peut-être quelque chose à faire. Et du coup, très tôt, je me suis mis à sortir. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer un Parisien qui s'appelle Ronnie Msika, qui a lancé une entreprise d'événementiel qui s'appelait Edonie à l'époque, qui était une société de soirées en boîte pour mineurs. Okay. J'ai commencé par là. Et très rapidement, du coup, mon nom a commencé à tourner à Lyon et je me suis retrouvé à faire des soirées pour majeurs. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et tu n'étais pas rentré en boîte, mais tu faisais des soirées pour majeurs. Tu ne pouvais pas rentrer. Officiellement, non, mais j'y allais quand même parce que j'étais bien entouré. et puis mon nom a pas mal tourné très vite. Et puis après, en club, en fait, dans les grandes villes, type Paris, Lyon aussi également. Voilà, il y a beaucoup de grosses boîtes de nuit. En fait, il y a des mineurs parce qu'en fait, ils ont de la maille, ils veulent s'amuser, etc. C'est connu de tout le monde, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est une question d'entourage et compagnie. Du coup, j'ai commencé comme ça et puis je me suis mis à gagner plus que ma mère. Quelques mois après. Donc ça, c'est la genèse. Maintenant, on sait que vous êtes associés, mais on va y revenir après, sur Victory Lab, qui est un centre de formation pour entrepreneurs. Mais on va y revenir plus en détail après. Let's go. Alors, les gars, comme je vous ai dit, le socle, l'entrepreneur. Quid de l'entrepreneur aujourd'hui ? Alors, je vais prendre la définition de Schumpeter, son entrepreneur. Alors, l'entrepreneur est l'acteur fondamental de la croissance économique. Il aime le risque et est à la recherche du profit maximal. Compétence essentielle de l'entrepreneur doit témoigner d'une réelle capacité à innover et d'une réelle activité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a complété ou pas ? Redonne la dernière fin. Redonne la définition. Ouais, redonne encore la définition entière. L'entrepreneur est l'acteur fondamental de la croissance économique. Il aime le risque et est à la recherche du profit maximal. Sa compétence essentielle, il doit émaner d'une réelle capacité à innover et d'une réelle activité. Je souscris. Je souscris aussi. Je souscris et on pourrait compléter sur ce qui est intéressant surtout, c'est que l'entrepreneur, il a une grosse appétence au risque. Tu vois, il est confortable avec le risque. Et moi, on aime bien dire, Aurélien et moi, que un entrepreneur, être entrepreneur, c'est un métier. Si c'est un métier, ça veut dire que tu fais carrière dans l'entrepreneuriat. Du coup, ça veut dire que si tu fais carrière dans l'entrepreneuriat et que c'est un métier, ça veut dire que tu crées de la valeur au travers de ce métier. Tu vois, et que tu as une fonction aussi, tu vois, tu t'apportes une plus-value au travers de ce métier. La plus-value qu'apporte un entrepreneur dans le monde économique, dans le monde d'une manière générale, c'est de régler les problèmes. Le job d'un entrepreneur, c'est de détecter un problème et de trouver une solution. Okay. Et trouver une solution, du coup, en trouvant le bon système, le bon produit ou le bon service qui permettra de, toi, résoudre ton problème. Si tu, avant galérais à être livré très rapidement, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont traité le sujet de la logistique et de la livraison pour qu'on puisse être livré parfois en quelques heures, voire même en moins de 2 heures, ou voire même en moins d'1 heure, à partir d'une commande Amazon. Ok, mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent qu'être entrepreneur, c'est simplement un format de travail ? Un format de travail ? C'est-à-dire, oui, une forme de travail. Ouais. Non. Parce qu'il y en a qui disent ça. Ils ont bu de l'huile. Hein. Et en fait, je comprends mine de rien ceux qui disent ça, parce que pour le coup, il y a eu tellement d'informations diverses et variées concernant l'entrepreneuriat, et aussi le fait que ça soit devenu une forme de mode, tu vois, au-delà même de la mode, même c'est devenu une espèce de représentation sociale qui te permet de t'élever personnellement, tu vois, te donner un genre, tu vois. Exactement. Et à partir de là, en fait, pouvoir en gros se patcher entre guillemets le statut, parce que pour le coup c'est pas un simple statut, tu vois, d'entrepreneur, ça
permet de se dire, ok, se galvaniser. Tu vois. Ouais, je suis quelqu'un, forcément, il y a le côté risque, il y a le côté truc. Donc, je suis quelqu'un qui prend des risques, je suis quelqu'un qui va, entre guillemets, à contre-courant, etc. Et il y a eu aussi, comme je disais, tu vois, beaucoup de définitions, de manières de voir selon les uns et les autres. Et tu as des personnes qui vont forcément te dire qui vont te donner une définition qu'ils ont de l'entrepreneuriat par rapport à ce qu'ils ont eu comme information, tu vois. Parce qu'il y a eu une vague de... Vous avez votre définition à vous? Pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de réelle définition en vrai de l'entrepreneuriat, mais la définition de l'entrepreneuriat, enfin d'un entrepreneur que tu peux donner, c'est un individu qui est capable de faire quelque chose avec rien, en partant de zéro. Il peut entre guillemets, il peut te construire, il peut te faire un costume avec un haillon, tu vois. Mais qu'est-ce que vous pensez de... Là, tout à l'heure, tu parlais de tendance, etc. Le fait que tout le monde aujourd'hui est déclaré entrepreneur, que je crois carrément, il y a des petits aujourd'hui à l'école, quand on leur demande ce que vous voulez faire, ouais. Ils disent entrepreneur. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, en fait? Ça n'accentue pas le fait qu'aujourd'hui, c'est un terme fourre-tout, parce que malheureusement, c'est comme les influenceurs, on met tout le monde dans le même sac, alors qu'il y a des entrepreneurs sérieux, et il y en a d'autres, c'est juste des entrepreneurs de réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle c'est un peu le... je dirais pas le méfait, mais on va dire c'est le résultat le résultat de la reconnaissance, entre guillemets, tu vois. Le fait que ça soit aujourd'hui un peu plus reconnu, un peu plus identifié, identifiable, forcément ça crée une communauté, un groupe de personnes dans lequel il y aura des gens qui feront plus de bruit que d'autres, et forcément si ces personnes-là qui sont entre guillemets en marge arrivent à avoir une culture et un lifestyle qui donne envie, forcément tu as beaucoup de gens qui vont essayer de s'agglutiner à cela et de se dire ok, moi aussi je veux faire partie de ce cercle, moi aussi je veux pouvoir me prétendre à dire que je fais partie de ceci, je fais partie de cela, et forcément ça grossit, et ça atteint voilà, des plus jeunes qui vont forcément dire ouais, moi je veux être entrepreneur, etc., sans vraiment effectivement savoir ce que c'est pour certains, tu vois. Mais ouais, c'est parce que c'est le résultat tout simplement de la célébrité, entre guillemets. On peut considérer que le terme est devenu célèbre, donc c'est le résultat de la célébrité. Tu vois. T'as quand même beaucoup de gens feignants qui se cachent derrière ce statut-là, alors que c'est simplement c'est être à son compte, quoi. Mais c'est tendance. Alors, clairement, c'est tendance. Clairement, c'est tendance. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas. Hein. Je ne sais pas. Après, je souscris à ce qu'a dit Aurélien. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais je trouve que ça participe à rendre négatif, entre guillemets, l'image de l'entrepreneur. Tu trouves? Prenons un cas concret, tu vois. Quand tu vois les gens sur les réseaux sociaux en train de te dire « Ouais, je suis entrepreneur, etc. » Tu vois bien qu'il y a même des sketchs qui sont faits sur les entrepreneurs. Bien sûr. Donc tu me diras, c'est soit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Dans le sens où c'est bien, si on vous tape dessus, ça veut dire que vous avez représenté quelque chose. Mais en même temps, ils pointent le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est des imposteurs. Tu vois. Ok, alors je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, je le comprends très bien. Ce qui se passe, en fait, déjà, c'est qu'on va déjà remettre des choses à la base. Il existe plusieurs styles d'entrepreneurs et plusieurs manières d'entreprendre. Il y a des manières d'entreprendre qui sont légitimes, il y a des manières d'entreprendre qui le sont beaucoup moins. Ok, voilà. Développe. Donc voilà, typiquement, l'entrepreneur comme on l'a connu. Par exemple, nous, on est des gens des 90s, tu vois. Nous, on a grandi, on a connu les modèles de référence, on va parler en France, en Occident, ok, d'entrepreneurs qu'on avait, c'était des mecs comme Bernard Tapie, des mecs comme François Pinault, des mecs comme voilà. Steve Jobs n'était même pas considéré vraiment comme un entrepreneur. La perception qu'on avait d'un entrepreneur, c'était pas forcément Steve Jobs. Nous, l'entrepreneur là-bas, c'était l'homme d'affaires, tu vois. Ça parle en millions, ça achète des entreprises, ça vire des gens, ça les revend brut, tu vois. C'était vraiment ça l'entrepreneur.
tu vois, de base, tu vois. Et plus on a avancé, et plus on a vu d'autres styles d'entrepreneurs, du coup, portés par des figures comme Steve Jobs, qui étaient des entrepreneurs beaucoup avec une vision totalement disruptive et créative des choses, capables d'être dans des industries innovantes. Donc Steve Jobs, voilà, on voit pas un dessin, voilà, Apple et compagnie. Et du coup, ça a permis de mettre en lumière un autre style d'entrepreneuriat. Et du coup, ce style d'entrepreneuriat-là, par exemple, dans l'innovation, dans le monde des startups, c'est un style qui, moi, m'a parlé sur la titre personnel. Ok. Tu vois, qui a fait que, certes, j'ai commencé à entreprendre à 16 ans, mais à l'âge de 20 ans, là où j'ai commencé vraiment à me dire, ah ouais, non, je vais devenir entrepreneur toute ma vie, c'est parce que je suis rentré dans la tech, dans quelque chose qui était beaucoup plus ouvert. Là où avant, l'entrepreneuriat était beaucoup plus fermé, il fallait avoir les moyens, ou alors il fallait vraiment être vraiment déter. Ce qui se passe aujourd'hui, du coup, là aujourd'hui, on est dans les années 20 des années 2000, entreprendre, c'est accessible à tout le monde. Exact. Parce que Internet, parce que l'information, parce que tu n'es pas forcément obligé d'acheter une entreprise et avoir une entreprise. Tu peux travailler, tu peux monter une entreprise de service en fait. Le service, c'est de la connaissance. Tu vois, c'est une connexion Internet, un téléphone, et puis voilà. Tu vois. Donc du coup, beaucoup plus de gens peuvent devenir entrepreneurs, voire même tout le monde potentiellement. En fait, tu vois, si on est purement objectif, a la capacité de devenir entrepreneur. Même administrativement parlant, tu peux monter une boîte avec 1 euro. Tu vois, ou tu peux même faire un statut d'auto-entrepreneur en une vingtaine de minutes, et tu as ton statut d'auto-entrepreneur, et donc du coup tu peux commencer à facturer et vendre tes biens, et vendre tes biens et tes services. Donc factuellement, effectivement, tu vois, c'est beaucoup plus large. Maintenant, la problématique qu'on a avec le fait que beaucoup plus de gens ont accès à l'entrepreneuriat, bah forcément les gens viennent se confondre. Tu vois, typiquement, par exemple, maintenant on va parler, on va dire les termes de manière très concrète. Tu as beaucoup, par exemple, de personnes qui sont investisseurs en crypto-monnaie, qui se définissent comme entrepreneurs. Bah non, frérot, tu es juste un investisseur en crypto-monnaie. Tu as pris de l'argent, tu as investi. L'action d'investir, c'est quelque chose de très noble, ok, mais ça ne fait pas de toi un entrepreneur. Tu es un investisseur. Et pareil, si on rentre dans la famille. Il y a une proportion bien gardée, parce que quand tu rentres dans la famille des investisseurs, tu as des gens qui sont des parieurs, ok. Donc parier sur la montée et la chute d'une crypto, ça revient aussi à faire du gambling, tu vas faire des paris sportifs, tu vois. Donc chez leurs pairs, qui sont les investisseurs, ne sont pas reconnus. Mais en fait, c'est la même chose chez nous. Typiquement, par exemple, tu vas voir, par exemple, il y a eu pendant longtemps et encore aujourd'hui un clivage du coup sur est-ce que être un dropshipper, c'est être un entrepreneur. Tu vois. Bah en fait, ça dépend. Tu vois, tu es un entrepreneur dans le sens où, de manière factuelle, oui, tu as monté un statut. Alors, si tu l'as fait, parce que tout le monde ne le fait pas. Voilà. Si tu as monté une page web et que si tu as vendu et si tu vends un produit qui existe, parce que parfois c'est des produits qui n'existent pas, et si tu délivres un service qui résout de manière effective un problème, ok, tu es un entrepreneur. Tu vois. Mais si derrière, la philosophie que tu as derrière, c'est simplement, bah écoute, je vais choper un truc, faire du cash, même si le produit n'existe pas, ou même si le produit est un peu bancal, bah tu utilises du coup le véhicule de l'entrepreneuriat pour faire de l'argent. Est-ce que ça fait de toi un entrepreneur en bout de course? Non. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais d'auto-entrepreneur. Pour toi, est-ce que c'est un entrepreneur? Alors, ça dépend ce que tu vends. Parce que l'auto-entreprise, tu vois, la micro-entreprise n'est qu'un statut juridique. Et le statut juridique, on s'en fout. C'est qu'est-ce que tu fais, tu vois. Typiquement, si demain je te dis que je veux me lancer dans l'import-export de véhicules, je peux techniquement, je suppose, commencer avec mon statut d'auto-entrepreneur. Tu vois. Donc est-ce que ça fait de moi l'entrepreneur? Oui, parce que le but, c'est que je commence avec un statut qui est assez souple, et demain, je pète mon plafond, et puis après, je crée une entreprise, enfin, un autre statut juridique qui me permet du coup plus de choses. Ok. Tu vois. Maintenant, tu as des entrepreneurs, et on en a accompagné, on en a vu pas mal, qui aiment se complaire dans le statut d'auto-entreprise, avec un plafond à un peu moins de 90 000 euros, je crois. Ça change tout le temps, donc je dis un peu moins 90 000, tu vois, en plus sur le service, parce qu'on sur le bien, quand tu vends des biens, c'est encore plus. Tu vois, ce que je veux dire par là, tu vois, c'est qu'on connaît beaucoup, par exemple, d'entrepreneurs qui ont le statut d'auto-entrepreneur et qui font tout pour ne pas dépasser le plafond. Bah, frérot, tu fais quoi en fait? Tu fais ça pourquoi en fait? Tu vois, le but de monter une boîte, c'est quand même de faire du profit, c'est quand même de faire de la croissance, c'est pas juste de te complaire sur le fait de dire ah non, mais sinon je paye trop d'impôts, nanani, nanana. Frérot, tu t'es trompé de jeu là. le jeu du business s'appelle profit. Donc du coup, tu es dans un game de croissance. Tu vois, c'est pas la croissance pour la croissance non plus. C'est
c'est la croissance pour pouvoir faire mieux que la veille ou mieux que l'année dernière. Soit par ton chiffre d'affaires, c'est quand même mieux, ou soit par tes process, soit par la qualité de ton service, soit par X, soit par Y, soit par Z. Tu vois. Ok. Là, j'ai envie de parler de catégorie entrepreneuriale. Quelles sont ces catégories, selon vous? Eh ben, déjà, en gros, pour donner un peu plus de contexte, qu'est-ce que la catégorie entrepreneuriale? C'est une grille, tout simplement, qu'on a inventée, qui permet en gros à tout un chacun de se rendre compte de sa position en tant qu'entrepreneur. Et tu as différents profils. Tu as des profils à risque, des profils intermédiaires et des profils forts. Tu vois. Et en gros, savoir exactement dans quelle catégorie tu te trouves te permet en fait de savoir à quel jeu tu joues ou à quel jeu tu peux jouer. Ok. Tu vois. Est-ce que tu peux développer ces 3 types de profils, s'il te plaît? Donc en gros, profil à risque, ça va être... déjà en gros, un truc à savoir tout simplement, pour pouvoir bien s'identifier dans les différents profils, c'est que on a tous des vies différentes, on est tous des gens différents, donc on appartient tous, entre guillemets, à une espèce de mini-groupe, tu vois. C'est-à-dire que tu dois déjà savoir qui tu es, tu vois, personnellement. Tu vois. C'est genre, ok, je suis un homme, je suis une femme, je viens d'une famille riche, d'une famille pauvre, d'une famille modeste, je touche le RSA, je touche le RMI, comme à l'ancienne, je touche je sais pas moi, j'ai un salaire, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, enfin peu importe, il y a plein de trucs, tu vois, il y a plein de critères que tu prends en compte, donc des critères vraiment sociaux, des critères familiaux, qui te permettent en fait de dresser entre guillemets un profil type entre guillemets qui te permettra de te positionner dans les différents groupes en termes de profil. Si on prend un exemple, une femme de 31 ans qui a 2 enfants, qui est célibataire, qui est son appart, elle va pas du tout entreprendre de la même manière qu'une autre femme de 20 ans qui habite chez ses parents et qui est d'une famille plutôt aisée. C'est pas du tout le même niveau le niveau de risque ne sera pas pris de la même, il ne sera pas jugé et jaugé de la même manière, tu vois. Et il y a ce qu'on appelle le coût de l'échec qui est totalement différent, tu vois. Échouer pour une personne à risque, échouer pour un profil à risque, c'est pas du tout n'a pas du tout le même impact qu'un profil fort qui échoue. Non pas que l'échec est différent, quand je dis l'échec est différent, c'est pas que l'échec fait mal dans les deux cas, mais le contre-coup de l'échec n'a pas du tout la même force. Donc forcément, cette femme par exemple de 2 enfants et divorcée, si elle s'investit dans un projet et qu'elle le foire, en fait elle met en danger potentiellement en fait ses enfants aussi, tu vois. Donc forcément quand tu entreprends les risques, quand on parle de risques, en vrai c'est toujours le même schéma, hein, c'est des risques financiers en général. Les risques financiers qu'elle va prendre, c'est potentiellement en fait de l'argent en moins pour pouvoir nourrir ses enfants, pour payer son loyer, et en fait tu peux te retrouver dans des situations où tu as voulu faire un projet et à la fin tu te retrouves à être expulsé, en fait. Tu as été expulsé, et tu commences à galérer, etc. Enfin, ça peut aller très très loin. J'extrapole, hein, mais genre si ça va pas tant que ça, pas tant que ça, tu vois. Pas tant que ça, t'as beaucoup d'entrepreneurs qui clairement, tu vois, qui parfois payent pas, enfin, se retrouvent dans des galères monstres, hein, loyer impayé, des dettes en veux-tu en voilà, la voiture elle est pas payée, le machin. Et si tu te retrouves à monter une start-up qui est énergivore en cash, et alors qu'en fait ta femme et enfant à nourrir, on frôle avec l'inconscience. Voilà. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est un entrepreneur, c'est bien, il faut qu'il résolve des problèmes. Il faut aussi savoir résoudre les problèmes de sa propre vie aussi, tu vois. c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. C'est dit. Et justement, ces catégories entrepreneuriales, tu vois, c'est comme on dit, tu vois, nous on n'est pas là pour
forcer les gens et dire aux gens non, ne fais pas ça ou ceci. C'est juste en fait, sois conscient de où tu es et sois conscient du jeu auquel tu veux jouer. Donc si tu es une personne à risque et que tu veux jouer le jeu des profils forts, bah, sois conscient en fait que tu joues le jeu des profils forts. Donc si tu perds, bah en fait tu auras perdu parce que tu as joué un jeu dangereux, entre guillemets, par rapport à ta situation, tu vois. Et ça permet justement de remettre les yeux en face des trous et pas se perdre, et surtout après avoir, si tu réussis, imaginons que tu as un profil à risque et que tu réussisses dans un jeu, des profils forts, ça évite aussi de ne pas tomber dans l'arrogance inconsciente. Exact. Tu vois. En gros, tu as un profil à risque qui a joué le jeu des profils forts sans t'en rendre compte et que tu as réussi, forcément tu vas avoir tendance à, entre guillemets, quand tu connais pas forcément ta catégorie entrepreneuriale, tu vas avoir tendance à minimiser le niveau de risque dans lequel tu t'es retrouvé, que tu as pris, etc. Et dire, ouais, si moi j'ai réussi, c'est que tout le monde peut réussir. Donc en gros, si toi tu réussis pas, c'est que t'es une merde. Ah non, on n'a pas la même vie, frérot. C'est ce que je veux dire. On n'a pas la même life, tu vois. Mes risques ne sont pas tes risques. Comme je dis, t'es entrepreneur, tout le monde est conscient qu'ils prennent des risques, tu vois. Tout le monde est conscient qu'ils prennent des risques. Cependant, tout le monde ne devrait pas, ne doit pas, mais vraiment ne devrait pas prendre des risques inconsidérés sans prendre en compte leur situation personnelle. Ça serait bête, tu vois. Ok, Lionel, quelque chose à ajouter? Tout est dit? Non? Non, moi, je pourrais ajouter un point rapide, hein, mais tu vois, moi, il y a un truc j'ai mis du temps à comprendre. Parce que toi, c'est bien, tu vois, là, on dit, ouais, tu vois, les entrepreneurs sont arrogants, inconscients, il faudrait analyser les risques. Et l'entrepreneur, il est relou. C'est un entrepreneur, c'est un mec ou une meuf qui est chiante, ou chiant. Il n'écoute pas, c'est têtu, c'est un truc en tête, il veut faire son truc jusqu'à se manger le mur, tu vois. Et ça fait partie du process de l'apprentissage même d'un être humain, tu vois, de se manger le mur avant d'avancer, tu vois. Le problème, c'est que le mur que se mange l'entrepreneur, c'est que ça fait partie du process de l'entrepreneur, encore plus, tu vois, de se manger des murs sur des murs sur des murs. À un moment donné, tu vois, faut savoir aussi faut savoir aussi comprendre qu'il faut savoir les éviter. Tout le monde, en fait, tout le monde encense le fait d'échouer vite, de se manger des murs vite, mais personne encense le fait qu'il faut savoir aussi les éviter. Tu vois. Et pour les éviter, il faut comprendre sa condition sociale, ses moyens, son savoir, son équipe. Savoir si tu es une personne sociable ou pas. Si tu n'es pas quelqu'un de sociable, va pas lancer une boîte de com. Tu vois, logique. Si tu es quelqu'un de très sociable, va pas simplement monter une boîte tech où tu vas voir personne. Ce serait minimiser tes assets. Tu vois, faire tes capacités du coup à pouvoir monétiser du coup ton savoir et résoudre des problèmes. Donc voilà quoi. Ok. Et en ce qui concerne le savoir sentir qu'il y a de l'argent, être une éponge, que vous pouvez développer, tout ça là. Ouais, ça c'est c'est les aptitudes qu'on considère comme étant importantes pour un entrepreneur. C'est pas, il y a plein d'autres aptitudes. Est-ce que tu peux les réénumérer? Parce que je pense que c'est trois aptitudes, on va dire les aptitudes fondamentales, tu vois. Donc c'est savoir apporter de la valeur, savoir sentir l'odeur de l'argent dans son business et être une éponge. Donc par exemple, si on prend savoir apporter de la valeur, c'est le premier truc. Comme il a dit Lionel tout à l'heure, tu vois, le travail d'un entrepreneur, c'est résoudre des problèmes. Et bien sûr, quand tu résous des problèmes, qu'est-ce que tu fais au finish? Tu apportes de la valeur. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec comme seul but de trouver une idée. Genre, moi, ouais, il faut que je trouve l'idée qui va. Et en fait, les gens, ils te vendent à un moment, quand ils se lancent, ils disent, ouais, là, j'ai une idée de fou. Et leur idée, en fait, c'est une idée qui rentre dans un schéma psychologique personnel de, ouais, là, tu vois, là, par exemple, tu vois la bouteille. Là, en fait, la bouteille, tu vois, elle tient debout. Moi, j'ai fait une bouteille que, genre, maintenant, tu la pousses. Elle tient debout, maintenant, mais si elle roule, tu vois, tu te dis, ouais, mais frérot, on s'en fout de ton idée, tu vois. Enfin, est-ce que ça règle les problèmes de quelqu'un? Non, tu vois. Et en fait, si ça ne règle les problèmes de personne, ça veut dire que ça n'apporte pas de valeur, tu vois. Exactement. Et en fait, le concept, juste savoir, en fait, ce que tu dois apporter de la valeur,
c'est bête dit comme ça, parce que nous, on le considère vraiment comme... Enfin, on le considère, c'est en fait une aptitude fondamentale, tu vois. Mais si je fais une rétrospective personnelle, par exemple, si je suis totalement honnête avec moi-même, avec les auditeurs aussi, tu vois. Lorsque je me suis lancé et que lorsque j'ai commencé à vouloir lancer un projet, etc., mon projet, est-ce qu'il réglait le problème de quelqu'un? Non. Il n'apportait pas de valeur, tu vois. Et forcément, c'est en avançant que tu t'en rends compte, mais si techniquement, c'est une information qu'on te martèle, bah sur l'aspect mécanique mécanique cognitif, tu te diras ok, donc je dois vraiment résoudre un problème. Et dis-toi, il y a des entrepreneurs que j'ai déjà rencontrés. Ils vont dire ça fait 3 ans que je lance mon produit ou que je travaille sur mon projet, etc. Le projet ne résout aucun problème. Il n'apporte aucune valeur. Le gars, ça fait 2 ans, 3 ans, il est dessus. Tu te dis, ah frérot. Donc le socle pour toi, c'est qu'il faut qu'un projet résolve un problème concret. Il faut que ça apporte de la valeur et que ça résolve un problème. Ouais. Enfin, il faut que ça résolve un problème, donc ça apportera de la valeur. Il y a rien de nouveau en fait. Il y a aucun entrepreneur qui inventera vraiment quelque chose de très nouveau. Tout a déjà été inventé, tu vois. On est en 2023, tu vois. La Terre existe depuis suffisamment longtemps. Donc là, on est en 2023 de l'année de Jésus. Il y a des choses qui ont été inventées, tu vois. Ça a été un exemple tout con, hein, c'est les frères White qui ont réussi à faire vraiment voler un avion, mais les premiers schémas de l'avion, ils ont été faits par Léonard de Vinci. En vrai, de vrai, tout a été inventé dans ce monde, tu vois déjà, en vrai. Donc techniquement, il n'y a personne qui va arriver avec un truc qui va sortir de nulle part. Ouais, ça c'est un Zugubrut. Le Zugubrut, il te permet de faire je sais pas quoi. Non. Après, ça peut exister, tu vois. Mais pour le coup, les vrais entrepreneurs n'inventent jamais rien réellement, tu vois. C'est juste de l'amélioration sur de l'existant. Sur de l'existant. Et l'amélioration sur de l'existant, en général, c'est t'améliores quelque chose qui vient faire chier quelqu'un dans l'utilisation d'un... C'est un truc tout con, mais les nouvelles bouteilles. Moi j'ai tu sais quoi, les nouvelles bouteilles. Les nouvelles bouteilles de cristalline, à votre avis, pourquoi ils ont ce truc-là? Bon, on va pas, je sais pas si ça se trouve, il y a quelqu'un qui a le brevet de ce bouchon. je sais qu'il y a quelqu'un qui a le brevet de ce bouchon. Ouais. Parce qu'en fait, je sais qu'à l'époque, les bouchons, ils traînaient un peu partout, tu vois. Au final, truc, ça se jetait, etc. Aujourd'hui, les bouchons, en fait, maintenant, ça se ferme comme ça. Et puis voilà, tu vois. C'est comme les entrepreneurs dans l'intelligence artificielle, tu vois. Il y en a énormément, du coup, qui rentrent dans ce secteur d'activité-là. Et c'est pas eux qui ont créé la technologie, le langage de programmation. Du coup, généralement, ils utilisent ChatGPT. Qui du coup a été créé par OpenAI et du coup qui est open source, et du coup c'est sur cette base là qu'il décide de créer du coup un outil qui permet de résoudre tel problème. L'outil d'intelligence artificielle qui va te permettre de pouvoir faire un livre, l'outil d'intelligence artificielle qui va te permettre de pouvoir lire tes PDF, l'outil d'intelligence artificielle qui va te permettre de faire du montage vidéo. Généralement c'est toujours la même base technologique. Voilà. Donc on n'invente rien en fait, on n'invente plus rien. Moi, à proportion bien gardée, je dirais que l'entrepreneur n'est pas là pour inventer. L'entrepreneur, il est là pour résoudre le problème. Et résoudre le problème, voir ce qu'il y a sur le marché, voir ce qui est possible de faire. Voilà, l'inventeur, le créateur, tout ce que tu veux, c'est lui qui va vraiment être dans la partie innovation, etc. Okay. Il y a très peu de gens qui sont à la fois dans la partie innovation, vraiment dans le cœur de la R&D, tu vois, de la recherche et développement, et qui sont aussi des commerçants. Il y en a peu. C'est un fantasme. Soit tu es vraiment pur dans le R&D, tu vois, et c'est bien, ou soit tu es entrepreneur. Les deux, il y en a moins. C'est comme le rappeur entrepreneur. Hein. La plupart des rappeurs, ils sont éclatés au salon business. Tu vois. Comme ça, c'est dit. Ok, les gars, merci pour ces explications. Là, on va passer à une petite mise en situation. Let's go. On va faire un petit jeu. Donc, je vais vous donner des mots, des expressions, et vous allez me dire ce que ça vous inspire. Vas-y. C'est bon pour vous? Je suis concentré. Donc, alors... pour vous, invention, innovation, vu qu'on en parlait, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Invention, innovation, non. Non, l'invention, tu pars de zéro, l'innovation, tu pars de l'existant. Et voilà.
C'est quelle est la définition? L'invention, ce serait plutôt la découverte. Oui. Et l'innovation, ce serait plutôt la diffusion. Quelle est la diffusion? C'est quoi ouais, j'aime bien. Bon, on va. Alors, l'invention, c'est ce qui permet de créer un objet qui n'existait pas avant. L'innovation, c'est ce qui permet d'améliorer un objet en intégrant de nouvelles technologies. De plus, diffusion de l'innovation, de l'invention auprès du public. Ok. C'est en fait t'as l'invention et après quand tu commercialises, entre guillemets, tu diffuses, ça devient une innovation. Ok, je capte. Je capte. Voilà. Alors, l'échec comme chance de se réinventer. Qu'est-ce que vous en pensez? De fou. Par contre, attention, il y a aussi un gros fantasme. Parce que j'ai vu une vidéo hier. C'était un mec et une meuf dans un resto. Et je crois la meuf était là pour prendre des tips en fait, du gars. Je sais pas qui était le gars, etc. Enfin bref. Et en gros, ce qui se passait, c'est que le gars à un moment parle de l'échec. Et il dit ouais, j'adore l'échec. Je sais pas quoi. Et tu vois, il y a une espèce de gros fantasme aussi avec l'échec. L'échec, ça pue sa mère. Mais il y a trop de gens qui essaient de diffuser le fait que l'échec c'est bien, etc. L'échec c'est de la merde, le but c'est de ne pas échouer, surtout qu'il y a aujourd'hui, plus on avance, plus on a des informations pour éviter certains échecs que d'autres personnes des fois se mangent alors qu'ils auraient pu éviter parce qu'il y a l'information, tu vois. Mais si maintenant tu échoues, c'est pas la mort non plus. Le but c'est d'apprendre de tes erreurs pour pouvoir ne pas le refaire et pouvoir passer outre, tu vois. Maintenant, pour en revenir sur la chance de se réinventer. Voilà, l'échec comme chance de se réinventer, bah effectivement oui. Pourquoi? Parce que en fait, dans le mal, y a un truc que j'aime bien dire, c'est que dans tout mal réside un bien, dans tout bien réside un mal, tu vois. Et en fait, pour le coup, bah en fait, si l'échec est un mal, tu y trouveras toujours un bien. Et il faut justement avoir suffisamment de recul et d'intelligence, allez, je dirais d'intelligence émotionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'ego que tu dois mettre de côté et prendre le temps de faire ta rétrospective pour pouvoir comprendre, ok, quelles ont été mes erreurs sur tel ou tel projet, quel apprentissage j'en tire et comment est-ce que j'évite de refaire les mêmes erreurs pour pouvoir en fait passer au-delà. Donc, ouais. Ok. L'estime de soi. L'estime de soi. Ouais. Bah écoute, c'est ce que ça vous inspire. Qu'est-ce que ça m'inspire? C'est quoi Enfin, moi, ça m'inspire un truc, mais vas-y. Ça m'inspire mon magnifique livre Testimony. Non, on en reparlera plus tard, mais ouais, non, l'estime de soi, c'est super important. C'est super important. Tu vois, tu peux pas avancer dans le projet que tu entreprends si tu n'as pas une très bonne estime de toi. C'est pas possible. Tu vois. Comment veux-tu estimer un produit si déjà tu as une mauvaise estime de toi-même? C'est pas possible. Tu vois. Allez, c'est pas possible. C'est compliqué. On va dire plutôt ça. Tu vois. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dois estimer la tarification d'un produit, tu dois estimer les salariés que tu vas embaucher, si c'est les bons éléments, etc. Mais du coup, ça veut dire que tu dois aussi t'estimer toi-même, tu vois. Et on a souvent tendance en tant qu'entrepreneur, je dirais même en tant qu'être humain, de ne pas se valoriser. Ne pas se valoriser à la bonne, comme il se doit. Donc moi, c'est ça que ça m'inspire. Et sur le fait de toujours faire des checkpoints régulièrement pour se redonner confiance à la valeur que nous possédons. Et également arrêter de se minimiser, tu vois, ou arrêter de ne pas se sentir à sa place selon les environnements dans lesquels nous sommes, ou par rapport à un produit qu'on doit vendre, ou par rapport à quelque chose qu'on doit faire. Fuck le syndrome de l'imposteur, quoi, tu vois. Ok. Et dernier, inspirer confiance est un plus grand compliment qu'inspirer l'amour. Ouais, parce que t'as beaucoup. Ouais, oui. Et ça, en fait, ça me rappelle. Moi, ça me fait penser à un truc tout con. T'as des gens. Et bah, tu sais qu'on va prendre un exemple tout bête. T'as certaines entreprises, et il y en a encore beaucoup qui pensent comme ça. T'as certains entrepreneurs et certaines entreprises qui veulent avoir sur les réseaux un maximum de followers
parce que, désolé du terme, mais ça les fait bander, tu vois. Ils disent, ouais, putain, il y a plein de followers. Comme ça, les gens, ils voient que les gens m'apprécient. Mais en vrai, personne n'a confiance en toi. Donc, en gros, personne t'achète ton produit parce que tu n'inspires pas confiance. Tu vois. Et t'as beaucoup de gens, t'as beaucoup de gens qui pourront te dire, ouais, on t'aime. Mais combien, si on parle entrepreneuriat et business, combien achètent ton produit? Et si on parle humain, ouais, on t'aime, ouais, on te follow, combien viennent t'aider quand tu dis que tu as un déménagement? Très profond. Tu vois. Donc, Très, très profond. Baos. Ok. Là, maintenant, on va évoquer Victory Lab. Donc, Yeah. Victory Lab, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un centre de formation pour entrepreneurs. Donc, c'est né quand, comment, etc. Déjà, la genèse de la rencontre entre vous. Alors, la genèse de notre rencontre, c'est parler de notre rencontre, c'est parler de Victory Lab. Du coup, voilà, donc ça fera un lien, un très bon lien. Aurélien et moi, on se rencontrons en 2016 à un événement pour entrepreneurs. Voilà. Ok. Donc, comme il en existe des tonnes et des tonnes sur Paris, surtout à l'époque en 2016, il faut savoir que dans l'écosystème entrepreneurial, c'est encore le cas aujourd'hui, il n'y a pas de noir. Donc, ça, c'est un fait. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es dans un événement où il y a 100 personnes, quand tu trouves 1, 2, 3 noirs, il se passe deux choses. Tu as deux choix. Choix numéro 1, Esquive. tu dis « Oh, il y a un noir, je vais aller lui parler ». Choix numéro 2, « Ah, il y a un noir, bon, je vais... vas-y, flemme le communautarisme, j'ai pas envie qu'on pense que, vas-y, enfin, un creux de Renoir. » Quoi qu'il arrive, tu auras beau parler à qui tu veux, à la fin, tu iras parler au noir. Voilà. Du coup, quand tu intègres ça, c'est soit tu décides d'aller le voir directement, ou soit tu vas le voir en solution de dépit. Moi, je fais partie des gens qui vont voir directement. Lui, il m'a snobé. Voilà. Donc ça part comme ça. Et en fait, je l'ai vu qu'il m'a snobé du coup. Tu vois, j'étais avec un pote. À ce moment-là et je lui dis ah regarde le mec il est en train de m'esquiver. Tu vois, à la fin il va revenir. Il me dit ah tu penses? Je dis oh t'inquiète pas j'ai l'habitude. Et moi j'étais là pour boire des bières gratos et puis. Et alors, à la fin À la fin, il est venu voir le noir. Tu vois. Elle parlait à tout le monde, frère. Tout le monde l'avait saoulé. Donc voilà. Et du coup, tu vois, et du coup, voilà, le matching s'est fait très naturellement, tu vois. Il avait des sneakers assez particulières. Je lui dis, ah, vas-y, elles sont lourdes tes sneakers, tu vois. Puis on s'est mis à discuter de ça, tu vois. Et c'est comme ça, et du coup, on s'est mis à parler de choses et d'autres. Et il s'avérait en fait que lui, il avait une boîte, moi j'en avais une aussi. Et puis on a plug comme ça. Et puis la vie a fait que on avait un très bon ami à nous. C'est notre meilleur ami respectif aussi, du coup, qui est son ami d'enfance, tu vois, qui s'appelle Julien Jobert, qu'on connaît sous le nom de Schkid, qui est un entrepreneur dans la musique. Il a plusieurs assets, plusieurs cordes à son arc, que j'avais rencontré moi il y a plusieurs années de cela. Et du coup, voilà, c'est donc le fait d'avoir, tu sais, quand tu as un ami, un dénominateur commun, c'est un accélérateur, en fait, tu vois. Exact. Et donc, du coup, en fait, comme Aurélien aime bien le dire, tu vois, c'est que du coup, on a commencé une conversation en 2016, on l'a jamais arrêté. Magnifique. Donc, On s'arrête là. Mais concrètement, Victory Lab, ça consiste en quoi? Parce que j'ai présenté, mais rentrons dans le détail, s'il vous plaît. Alors, si on rentre dans le détail, Victory Lab, c'est un centre de formation pour entrepreneurs. Comme son nom l'indique, du coup, on accompagne les entrepreneurs à devenir des meilleurs entrepreneurs. Comment on le fait? Premièrement, surtout par du savoir. Ok. Le savoir, comment il est diffusé? Premièrement, gratuitement, grâce à des événements qu'on fait dans Paris. Et je tiens à le dire, la gratuité engendre la flemme. Donc, il faut se déplacer quand c'est gratuit. Moi, je me suis déplacé et comme je dis, je suis venu, j'ai vu, j'ai été vaincu car convaincu. C'est cool. Voilà, franchement, c'est sans prétention. Ça, c'est un fait. On a la prétention de faire quasiment les meilleurs événements de Paris. Je dis quasiment parce qu'il y a d'autres acteurs aussi sur le marché qui font de très bons événements aussi également. Mais on fait des événements business dans lesquels on a des intervenants qui sont pertinents, soit des entrepreneurs qui ont fait des choses, soit des experts qui parlent français. Les événements sont gratuits et le resteront toujours. Et tu te sens à ta place parce que il y a vraiment ce côté très cosy, tu vois. Et on apprend de tout le monde.
Voilà, on apprend de tout le monde. Tu peux être un dropshipper, un artiste, une entrepreneur qui a fait 2 millions d'euros en un an, c'est le cas d'une de nos invités. Peu importe qui tu es, tu vas te sentir à ta place. Vraiment. Parce que, en fait, c'est simple. Victory Lab, en fait, c'est simplement une extension de nous. Nous, on traîne partout. C'est vrai. Tu vois. Donc voilà. Donc le savoir, du coup, est diffusé gratuitement au travers de nos événements. Il est diffusé aussi gratuitement au travers du contenu qu'on diffuse, au travers des réseaux sociaux et de YouTube, sur du contenu long ou sur du contenu court. Et il est diffusé aussi de manière payante sur plusieurs types de formats. Ça peut être des workshops sur une thématique très précise. Exemple, on va apprendre aux gens comment ils vont lever des fonds avec un expert en levée de fonds, le meilleur expert en levée de fonds de notre réseau. Et qui va passer une journée sur uniquement cette thématique, mais aussi également, ça va être aussi un autre format qui s'appelle le bootcamp, où pendant 2 jours, tu es enfermé avec nous. Bon, tu rentres chez toi un peu pour dormir quand même. Tu te laves aussi, c'est important. Ouais, il faut quand même, tu vois. Et en fait, tu passes 2 jours entiers avec nous et on va t'apprendre sur comment monter des stratégies pertinentes. Et ces stratégies-là, on sait de quoi on parle, parce que c'est des stratégies qui, avant que Victory Lab soit créé, on les mettait en place du coup dans des grosses boîtes, comme chez Sony, comme chez Webedia, comme dans plein de boîtes qui font le milliard, des boîtes qui font le million. Ces stratégies-là, ont fait leurs preuves. Hein. Des gens qui ont fait x10. Voilà. Okay. Et on parle en millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on passer de 1 à 10. Et moi, j'ai 2 questions. Ouais. Déjà, 1, pourquoi Victory Lab, pourquoi ce nom? Et 2, quels sont les retours des gens qui ont participé au bootcamp dont tu parlais? Let's go, Aurélien. Victory Lab, pourquoi? Pourquoi Victory Lab? Victory Lab, ça existe depuis officieusement 2019. Et officiellement depuis le 21 mai 2022. Précis, hein? Et toujours dans la précision. Et en gros, 2019, lorsqu'on a l'idée de lancer Victory Lab, on n'avait pas encore de nom techniquement. C'était principalement en fait, on a eu cette idée qui était liée à ce qu'on faisait plus ou moins déjà, qui était de donner des conseils à nos potes, à des potes de potes, à des potes de potes de potes de potes, à des potes de potes de potes de potes. C'était vraiment tout le monde venait nous dire ouais mais voilà j'ai un truc là, j'ai un problème pour ça. Et tout ça sans prendre d'argent, on s'est dit oh les cousins, faut ralasse aussi. Hein. Ah, le cerveau ça se rémunère les gars, ça se rémunère le cerveau. C'était vraiment, ça part vraiment de ça tu vois et un soir, je débarque comme ça parce qu'on habitait ensemble en 2019, donc dans un bête d'appart. Franchement, laisse tomber. Il y avait aussi notre pote Moshi qui était là. Et je débarque dans sa chambre comme ça. Je crois que je sortais du table, je sais même plus j'étais où. Je débarque dans sa chambre, je lui dis hé là, nous on a un savoir tacite. Et là, je sais pas, je commence à lui baragouiner des trucs, tu vois. Il me regarde. Il me dit, okay. Dans ses yeux, je vois, il est en train de me dire qu'est-ce qu'il me raconte, le négro tu vois. Il est là, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là et à un moment, tu vois, je vois qu'après, il rentre dans une position d'écoute attentive, tu vois. Donc, je lui déroule un truc, etc. Et on part sur justement, ouais, il y a quelque chose à faire avec de vraiment réel autour de tout ça. Bah, ouais, vas-y, viens, on crée vraiment ce projet-là. Et on donne juste comme nom de code vraiment Victory Lab. Et en fait, c'est pour ça que je précise vraiment 2019, parce qu'en fait, en 2019, le 31 mai 2019. Décidément, il y a beaucoup de mai 2019. Hein. Ouais. Le mois de mai a toujours été un mois charnière déterminant pour tout ce qu'on a pu faire dans nos vies. Et les jours fériés. Donc le 31 mai 2019, bah, c'est la mort de Nipsey. Okay. Et donc Nipsey Hussle. Voilà, Nipsey Hussle. Et Victory Lab était le nom de son album. Et tout simplement, on s'est dit, ok, bon, bah vas-y, comme on aimait bien écouter l'album, on s'est dit, vas-y, c'est quoi nom de code Victory Lab. Vous êtes des fans de Nipsey? Bah en fait, tu vois, il y a un côté très marrant, c'est que moi, je suis un gros fan de Nipsey depuis 2009. Je suis exactement ce qu'il fait depuis 2009. C'est-à-dire que pour moi, l'album, c'était genre vraiment comme un vrai cadeau. Je l'avais pris vraiment comme un vrai cadeau, tu vois. Et l'autre truc le plus marrant, c'est que... Est-ce que j'ai le droit même de donner cette information? Vas-y, let's go. Parce qu'il y a la date d'anniversaire de Nipsey, c'est la même date d'anniversaire que You, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont la même date d'anniversaire. Je trouve que c'était une coïncidence qui était assez gaulerie. Et on s'est dit, putain, mais je pense que c'est peut-être un signe, c'est quoi, vas-y. Et on n'a pas calculé, hein. Vraiment pas. Vraiment, c'était pas calculé. Là, on a parlé du nom Victory Lab. Maintenant, quels sont les retours des gens, des retours d'expérience des gens qui ont
participer à vos bootcamps? Les retours qu'on a du bootcamp sont super agréables parce que pour le coup, les gens sont toujours agréablement surpris de la valeur qu'on diffuse. Donc comme Lionel il l'a expliqué, on passe quand même ces 2 jours intensifs. Donc forcément, si les gens passent 2 jours intensifs, donc forcément nous aussi, on passe 2 jours intensifs. Donc on donne de notre personne aussi, on donne un maximum d'informations, de valeur, et on prend le temps, tu vois, c'est surtout qu'on prend le temps. Et on fait vraiment attention à avoir des personnes satisfaites, tu vois, de ce qui est diffusé. Et ces personnes nous le rendent bien. Donc en gros, on nous le fait savoir de manière récurrente. Et lorsqu'on reçoit les messages, c'est ouais, merci, franchement, les gars. C'était genre, le dernier message, c'était franchement, merci beaucoup, les gars. J'étais arrivé en étant clairement perdu, en fait, en ne sachant pas exactement où est-ce que je devais aller. Et aujourd'hui, c'est très clair, c'est très précis, et je sais exactement comment est-ce que je dois attaquer ça. Magnifique, magnifique. Maintenant, ma question est, quelle est la vision de Victory Lap? Alors, la vision de Victory Lap, elle est très claire. On a une vision pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Voilà, je vais te parler de la vision qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée, c'est que Victory Lap devienne la référence pour les entrepreneurs en termes de savoir. Demain, aujourd'hui ou demain, tu veux te lancer ton business, tu veux en savoir plus sur l'entrepreneuriat parce que tu débutes, ou alors tu as un business depuis 3 ans et tu galères, Victory Lap doit être la référence pour savoir ce que tu dois faire. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une galère de trouver l'information dont tu as besoin pour entreprendre. Je vais répéter encore pour que ce soit clair. C'est une galère pour trouver la bonne information. Tu vas sur YouTube, tu ne sais pas vers quel créateur de contenu tu vas faire confiance. Tu vas tomber principalement sur Yomi Denzel, sur X ou sur Y. Mais si tu montes un SaaS, par exemple, Yomi Denzel, il ne va pas te sauver. Tu vois, et à chaque créateur de contenu, et tous les créateurs de contenu ne se valent pas, et tu peux pas uniquement espérer avoir du contenu qu'avec YouTube. C'est pour ça qu'il y a des formations en ligne. Aujourd'hui, il y a une offre pléthorique de formateurs en ligne entre ceux qui sont des escrocs, ceux qui sont des coachs non certifiés, ceux qui sont talentueux. On ne sait pas où mettre la tête, tu vois. Donc, il n'y a pas qu'Internet. Il y a des personnes qui ont besoin aussi de formations en présentiel. En fait, il y en a plus parce que post-Covid, tout le monde a compris qu'on pouvait tout numériser, mais en fait, ça marche pas comme ça en fait. Tu vois, à un moment donné, les êtres humains, c'est du human to human, et on le voit bien avec nos événements. C'est la preuve que, en fait, les gens ont besoin d'avoir ça. Contact humain, exactement. Et cette vision-là, c'est sur combien d'années, par exemple ? En fait, on est en train de c'est en train de se faire devant toi là. Okay. Devant toi. C'est-à-dire que nous, on veut être. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que Victory Lab, c'est un centre de formation pour entrepreneurs. Et du coup, tu vas pouvoir trouver une ribambelle du coup, de formation pour les entrepreneurs selon leur niveau. Par exemple, si tu débutes, tu vas avoir une formation beaucoup plus généraliste. Si tu as déjà un business, mais que tu es face à un mur, tu as le bootcamp qui permet du coup de construire ton plan d'action. Et demain, si tu veux monter demain, tu auras aussi des formations sectorielles. Exemple, si tu veux monter un restaurant, et du coup, tu auras une formation sur comment monter ton restaurant. Parce que tout à l'heure, tu as dit vision aujourd'hui, demain. En fait, c'est la vision sur le long terme. Combien c'est en termes d'années ? Victory Lab, c'est une boîte qui est faite pour durer. Dans 30 ans, c'est encore là. Ok, comme ça, c'est dit. Et c'est clair. C'est pour ça que tu vois, c'est important en fait d'avoir une bonne estime de soi, de se connaître ses compétences. Comme quoi, j'avais raison de mettre ça dans le petit jeu. Clairement, tu vois. Et en fait, en quoi c'est important du coup de faire ça, c'est de dire que quand tu comprends tes compétences, quand tu comprends qui tu es et tu sais où tu veux aller, et en fait, le rapport que tu as au temps est beaucoup moins stressant. Exemple, nous, en 1 an, on a fait plus de 27 talks. Félicitations. Voilà. Merci. Ça fait en moyenne, si tu fais une moyenne, ça fait qu'en moyenne, on a rencontré un entrepreneur tous les 15 jours. Exactement, c'est ça. Tu vois, c'est ça la moyenne. Peut-être un peu plus même. Exactement. Donc voilà, tu vois. Donc, sans compter ceux qui n'ont pas été filmés, sans compter ceux qu'on rencontre au quotidien, etc. Tu vois. Félicitations. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte du temps. Il faut trouver des partenaires, il faut pas se casser la tête, etc. Tu vois. Il y a plein de gens parfois qui me posent des questions. Oui, mais pourquoi vous faites des événements gratuits ? Oui, mais pourquoi vous faites pas ça ? Pourquoi vous faites pas ci ?
comme on dit en lingala, malembe, slow down, tu vois. Ouais, faut C'est-à-dire- préciser, ce voilà. sont deux Français d'origine congolaise. Voilà, on prend le temps de faire les choses, on est là pour durer pour 30 ans minimum. Ok, Donc ok. pas besoin de précipitation. C'est clair. Alors, je suppose que des entrepreneurs comme vous lisez. Oui. D'accord. Quels sont... Donnez-moi 3 livres de chevet, s'il vous plaît. Des livres que vous recommandez aux gens. Le premier livre que je recommande, je le recommande tout le temps à tout le monde en fait. C'est Le Quadrant du cash flow. Mais d'abord, il faut d'abord lire Père riche, père pauvre Oh. de tonton Robert Kiyosaki. Je te le donnerai jusqu'à la mort, mec. Ah là là. J'ai rien à dire. Ouais, ça va être le premier. Ça fait... Ok. Le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, je vais mettre le premier livre que j'ai lu, premier livre qui m'a impacté particulièrement. C'était un roman de Paul Sulitzer qui s'appelle Fortune. Donc en gros, à la base, c'était une trilogie, donc je crois que c'était Money, Cash, Fortune. Ok. Et ce livre, en fait, initialement, la petite histoire autour de ce livre-là, c'était que j'étais avec un pote, on galérait en bas de mon immeuble. Tu connais, hein, posé en bas du bloc, sa zone, tout ça raconte sa santé. Et en fait, t'as un panier avec des livres à l'intérieur. Et genre, t'as mon pote, il me dit, ouais, viens, on met la main à l'intérieur, et le livre qui en ressort, ça sera le livre qu'on doit lire, et après, on se raconte un peu c'est quoi la story, tu vois. Et genre, je mets ma main à l'intérieur. À cette époque-là, tu connais, hein, la bataille avec l'argent, la bataille de la vie comme tous les jours, tu vois. Et genre, je mets ma main dans le sac et je tire le livre et je vois marqué Fortune. Et je l'ai vu comme un gros signe. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, je vais bien le lire, je vais bien le truquer. Et l'histoire, elle est grave gaulerie, mais elle est surtout, moi, je l'ai trouvée impactante. Faut pas spoiler. Hein. les gens iront prendre des notes. Donc là, ça fait Ouais, 1, 2, ça fait troisième. 2. Et le troisième, je vais me la jouer. Désolé pour ceux qui pensent que ça fera un peu prosélytiste, mais le dernier, je vais dire la Bible. Ok. Voilà. Ok. Non, mais c'est ton droit. Lionel, à ton tour. 3 livres, s'il te plaît. Alors, le premier livre que je conseille, c'est... quel livre je conseille? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est Le pouvoir des habitudes. Le pouvoir des habitudes. J'ai pas le nom de l'auteur, Ok. mais c'est un livre que j'ai lu peut-être 5 fois. Facile. En papier, d'ailleurs, je précise. Il n'existe pas en livre audio. Pas ma connaissance, du moins. Voilà, Le pouvoir des habitudes. Pourquoi je conseille ce livre? Parce qu'en fait, c'est un super livre en fait, qui t'explique comment fonctionnent les habitudes pour un être humain au travers d'histoires réelles. Ok. Voilà, donc c'est un parallélisme très intéressant. C'est pas un manuel sur voilà, les habitudes ça fonctionne comme ça. Non. Là, en fait, il t'explique des histoires réelles, etc. Plein de trucs. Et c'est vachement impactant. C'est un livre que je recommande énormément à beaucoup de gens, que j'ai déjà offert même à 2 personnes. Donc ce livre, premier livre. Ok. Le second livre que je vais recommander, là c'est un peu particulier. Ah oui, je dirais du coup Les 40 lois du pouvoir. Pareil, j'ai pas le nom de l'auteur. Je suis un peu Robert nul Greene. là-dessus. Robert Greene, voilà. J'ai quasiment tout lu. J'ai lu une bonne partie de sa bibliographie. Ok. Fun fact, d'ailleurs, il a fait aussi un livre avec 50 Cent. Exact. Voilà. La 50e La loi. 50e loi. Ouais. Voilà. Et du coup, les 48 lois du pouvoir, du coup, c'est pareil, c'est un livre assez connu de la littérature autour du développement personnel et du business Ok. que trop peu de gens ont lu. C'est ça qui est marrant. Pourquoi? Parce qu'en fait, de quoi parle ce livre? Pourquoi je le recommande? Parce que c'est un livre en fait qui, à mon sens, c'est un livre sur les relations humaines, sur comment fonctionnent les êtres humains en société et par rapport à leur situation. Tu vois. Et le livre est structuré de la manière suivante. Tu as une loi, du coup, exemple, ne soyez pas trop intelligent, ne paraissez pas trop intelligent. Tu as un cas où il faut ne pas paraître trop intelligent et l'antithèse, le cas où il faut pas savoir paraître intelligent. C'est un livre qui, pour moi, c'est comme un couteau. Soit tu plantes quelqu'un, ça te permet du coup de manipuler les gens, soit tu coupes un gâteau. Tout simplement. J'aime bien. Troisième. Donc voilà. Troisième livre, autopromo, ça sera Avoir confiance en soi avec Jésus en 52 versets, qui est le premier livre qui est apparu dans la maison d'édition que j'ai créée, qui s'appelle Testimony. Voilà. C'est un beau livre d'art, voilà, c'est un beau livre d'art en fait d'inspiration chrétienne, où j'ai fait un recueil de versets du coup de
de 52 versets du coup sur la confiance en soi. En gros, c'est que dit la Bible sur la confiance en soi. Félicitations. Je te remercie. Et puis voilà, et plus d'une centaine de photographies exclusives. Voilà. Et c'est vraiment le genre de beau livre d'art que tu poses sur une table bien stylée, etc., qui coûte 48 €. Voilà. Il n'est pas gratuit, mais ça reste. En vrai, ça a un prix accessible pour ce genre de livre, de livre-là. Ok. Bon, tiens, à offrir. Je vais mettre un livre 0. Livre 0. Je viens de l'avoir en tête carrément. On t'a dit 3. Ça, c'est livre 0 carrément. J'ai déjà les 3, il en a dit 4. Voilà. J'avais oublié Le Prince de Machiavel. Pour moi, c'est un livre super important. La fin justifie les moyens. Ouais, c'est un livre super important pour moi. Et écoutez, tradition dans l'émission, les autres repartent avec des livres. Bon, il faut dire les choses. On s'est déjà vu, Ouais. on vous a déjà reçu, mais on vous reçoit encore. Pourquoi ? Parce que apparemment, Problème technique. C'est technique, c'est pas humain, c'est technique. Mais, il faut le dire, les autres sont partis avec des livres. Donc, Monsieur Aurélien avec le livre de John C. Maxwell, non, de Saïd Tagmaoui, et Lionel, travail d'équipe John C. Maxwell. Donc, tu veux le montrer Je vais le montrer à la caméra. Voilà. Ce livre que j'avais. Voilà. Ok. Voilà. Ça là. Ok. C'est Alors. celui qui est là qui m'a offert ça. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, comme ils sont revenus, ils repartent avec 2 nouveaux livres. C'est comme ça. Non, le refrain est bon. Voilà. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Vous l'ouvrez, vous montrez à la caméra, vous dites le titre oralement, s'il vous plaît. En espérant que vous n'ayez pas déjà lu ces livres-là. Vas-y, toi d'abord. J'espère. Parce que tu connais, frérot, moi je lis beaucoup. Oh, frérot, non, toi tu me connais trop, t'abuses. Ah, t'es relou. Lionel, T'es relou. On a dit de montrer à la caméra. T'es relou. Ah, t'es relou. Le titre oralement à la Oh caméra. là là. Donc c'est Madame Sinclair, reine de Harlem, pour ceux qui ne savent pas qui est Madame Sinclair, en fait. Queenie. Queenie, c'est elle qui contrôlait Harlem, je crois, dans les années 30, si je ne me trompe pas, on est 30-40, c'est à peu près. C'est ça. C'était principalement la patronne de Bumpy Johnson. Bumpy Johnson qui était, lui, le patron de Frank Lucas. Et c'était elle qui tenait tout ce qui était jeu, en fait. Tout ce qui était vraiment... Casino illégal. Voilà. Lionel, s'il te plaît, Non, je t'en prie. franchement. Je t'en prie. Quel Comme livre. t'es je pense que comme tu es dans la philosophie, tout ça, je suis parti un peu en espérant que ça te plaise. La rencontre, une philosophie de Charles Pépin. Mais c'est marrant parce que Charles Pépin, j'ai lu un de ses livres qui s'appelle... Vertu de l'échec. Oui, Vertu de l'échec, ou l'échec est une vertu. Les vertus de l'échec. Les vertus de l'échec. J'ai adoré ce livre. Ah bah. Donc voilà, et j'ai même mis ça sur Twitter et il m'a retweeté, ou sa maison d'édition, je sais plus. Bah, en tout cas, la rencontre, parce que Ok, bon, cool. votre histoire commence par une rencontre. Donc j'ai trouvé ça assez symbolique. J'espère que voilà. 2 choses. Premièrement, Tu sais quoi, je vais le commencer ce soir. Mais vraiment, parce que c'est grave marrant que ce soit Charles Pépin que tu m'offres, que tu me dis, tiens. ah bah écoute, Et c'est un auteur qu'on ne parle pas suffisamment. exact. Alors là, après, je vois Quotidien TMC, mais... Non, t'inquiète, c'est très intéressant. C'est cool, mais cool, lourd. Et 2 choses. Déjà, qui sont vos modèles d'entrepreneurs? J'aimerais savoir. Moi, j'ai pas de modèle, parce que je connais pas les gens. Moi, après, c'est ma daronne. Hein. C'est ma mère. Non, c'est ma mère. Non, mais on lui passe le bonjour là où elle est. Voilà, elle est vivante encore. Oui, mais on lui passe le grand Voilà. bonjour. On l'embrasse. Non, moi, c'est ma mère, claire, nette et précise. Ok. Voilà. Aurélien? Modèle d'entrepreneur. Et Jésus aussi. Parce que... C'est la sortie. Jésus aussi. Non, mais c'est Mais même c'est pas pour vrai. le truc, parce que Mais c'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a énormément de clés qu'on peut apprendre sur la manière, sur entreprendre au travers de Jésus. travers Après, de désolé Jésus. pour le prosélytisme, j'en ai rien à faire. Aurélien? Et moi, pour le coup, mes modèles d'entrepreneur, tu sais quoi, je vais te faire une liste comme ça. Oh. Jay-Z, Nipsey, Robert Kiyosaki, Ta maman? en fait, ma mère dans le mental et la rigueur, et mon père pour toutes les informations qu'il a pu me donner, les bribes d'informations qu'il m'a donné quand j'étais gamin, sans savoir exactement que c'était ça qui allait m'impacter, tu vois. Enfin, sans savoir, ça se trouve, en fait, il le savait très bien, tu vois. Il savait ce qu'il faisait, tu vois. Et Attends, pourquoi tu t'amuses avec le livre alors que tu vas pas le lire?
Ils sont en train de parler en même temps. Non, parce qu'en fait, je suis content. En fait, c'est pas. En fait, c'est. Attends, c'est pause, c'est pause, bête, c'est parce que et vas-y, donne-nous tes. Je t'as dit Jay-Z je suis content de ce et, bouquin. Ouais, Jay-Z, Nipsey, maman, papa. le marathon continue. Le marathon continue. Donc, maman, papa, Robert Kiyosaki. Et le dernier que je vais mettre dans la liste d'entrepreneurs qui m'a fortement impacté, François Pinault. Ok, ok. Et la dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé et la bonne vie. Lionel? Je souscris à ce qu'il a dit. C'est par ces mots qu'on s'arrête. Et oui, toute chose a une fin. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous ayez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt. Yeah, Cosmonautes, baby.